Merci, Monsieur le Président. En fait, je réitère mes remerciements à tous les organisateurs et particulièrement à Dr Orteni d'avoir associé l'INEAS à ce premier télécongrès de médecine. C'est toujours dans le même cadre et pour un petit rappel, la mission principale de l'INEAS, c'est de promouvoir la qualité des soins et la sécurité des patients à travers plusieurs outils, plusieurs méthodes, plusieurs démarches. Et face à cette situation sanitaire actuelle, l'INEAS, elle s'est adaptée. Elle s'est adaptée pour répondre aux besoins de ses partenaires et de ses interlocuteurs. Donc, le contexte, donc, face toujours à cette situation sanitaire exceptionnelle, les établissements de santé en Tunisie ont été appelés à se mobiliser pour prendre en charge des malades Covid-19 confirmés. Donc, également, pour répondre à une demande du ministère de la Santé pour le développement d'un plan organisationnel pour ANES Covid. Donc, l'INEAS, elle s'est penchée pour préparer ce guide. Ce guide propose des solutions d'organisation en regard d'organisation en regard des proposer des solutions d'organisation en regard d'un établissement de santé Covid-19, mais ce guide, il n'a pas vocation à définir des organisations strictes à mettre en œuvre, mais plutôt propose des orientations à adapter. Donc, ce guide vise à aider les établissements publics ou privés à répondre aux besoins de la mise en place d'une nouvelle organisation. Cette nouvelle organisation devrait prendre en compte toutes les composantes de l'offre de soins de l'établissement de santé, et précise les modalités de mobilisation des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des patients et facilitant la coopération et la coordination des différents acteurs. Donc, c'était une méthode de réponse rapide, donc basée sur un groupe de travail très restreint. En fait, c'est une réponse qui a pris 3 jours uniquement. Les réunions par voie électronique ont été privilégiées. Un processus court d'élaboration en 6 étapes très simplifié. Il y a eu sélection des données, il y a eu l'élaboration d'un draft, l'avis de personnes ressources, une consultation par voie électronique avec un délai de réponse très limité, validation, puis diffusion en format court, spécifique et actualisable. Donc, c'est ça le guide qu'on est en train d'actualiser. Donc, ce guide, ce plan, c'est l'équivalent de lignes directrices qui s'articulent autour de quelques axes. Alors, le premier axe, c'est l'activation, repose sur l'activation de la cellule des crises et du plan blanc. Donc, tout établissement de santé, qu'il soit engagé ou non dans l'accréditation, suppose qu'en amont, il a mis une organisation qui s'appelle cellule de crise et qu'il mobilisera au moment opportun face à une crise. Bon, la crise peut être consécutive à certains événements indésirables graves ou à certaines situations environnementales ou techniques, bactériologiques, chimiques, et c'est le cas actuellement. Donc, ça suppose que tous les établissements de santé se sont préparés à vivre une crise et pour en limiter les conséquences, et quelle que soit la nature ou la forme de la crise. Donc, le manuel d'accréditation, il a prévu ça dans la référence QGR8, la gestion de crise est organisée. En fait, la mission de cette cellule de crise est de définir la stratégie et les règles de fonctionnement de l'établissement durant la crise. Un plan blanc également devrait être préparé et tout simplement activé lors de la période de crise. Donc, ce plan blanc, il est spécifique à l'afflux massif de patients ou dans d'autres circonstances de victimes. L'axe 2 s'articule dans tout établissement de santé qui sera mobilisé pour devenir un centre Covid+. Donc, l'axe 2, il doit identifier les capacités d'hospitalisation, ces capacités en lit de réanimation, en soins intensifs, les lits de soins intensifs de type respiratoire, pneumologique, de surveillance continue. Il doit également faire un état des lieux sur les moyens matériels disponibles, notamment les respirateurs. Il doit savoir évaluer ses capacités de stockage, de distribution, entre autres, en oxygène de l'établissement de santé et identifier les moyens en personnel soignant de réserve. On va voir
pourquoi de réserve. Donc, cet état de des lieux, pourquoi cet état de lieux sera à mettre en regard la modélisation des besoins réellement, des besoins conduits à l'établissement de santé, des besoins réels. Le redéploiement des locaux, du matériel, du personnel, avec prévision d'un plan progressif de recrutement de lits. Les lits qui doivent être soit immédiatement mobilisables ou potentiellement mobilisables. Cet état des lieux également permettra d'identifier les circuits des patients et les secteurs de prise en charge des patients et finalement la désignation d'un gestionnaire de lit. Donc, on a proposé que suite à cet état des lieux, qu'il y ait désignation d'un gestionnaire de lit. Il pourrait être le surveillant de l'hôpital, par exemple. Le troisième axe, l'établissement devrait préciser, identifier les ressources humaines qui seront affectées. Au fait, peut-être, il va, par exemple, redéployer le personnel vers la prise en charge des patients. Mais également, on attire l'attention qu'il faut mettre en place un nombre restreint de professionnels de santé autour des patients, avec un système d'enregistrement des événements dans les services concernés, parce que par la suite, par exemple, un événement indésirable pourrait un professionnel de santé avoir un événement indésirable. Tout doit être enregistré pour par la suite savoir quel événement indésirable, quel est le type et comment va être pris en charge le personnel qui a été victime de cet événement indésirable ou même le patient. Donc, le quatrième axe, ce sont les moyens matériels. Il faut également prévoir les moyens matériels. Il faut donc évaluer et surveiller les stocks d'équipements, y compris ceux de la protection. Il faut suivre la consommation du stock quotidiennement et prévoir un tableau de bord, vraiment à jour, mis à jour. Prévoir d'autres fournisseurs. D'abord, il faut consulter les fournisseurs actuels pour voir s'ils ont réellement les matériels dont on aura besoin à l'établissement, mais également il faut contacter d'autres fournisseurs pour faire face à une éventuelle rupture du stock et informer les fournisseurs. Surtout, il faut informer les fournisseurs des mesures de sécurité à respecter. Donc, le cinquième axe s'articule autour de l'adaptation de la chaîne logistique. En fait, l'approvisionnement doit être sécurisé et dimensionné, mais surtout sans interruption de moyens. Il faut mettre en place des mesures particulières pour les acteurs impliqués dans toute la chaîne logistique. Il ne faut pas oublier d'évaluer également le stock de nourriture et le renforcement des mesures de sécurité alimentaire. Le sixième axe s'articule autour des mesures d'hygiène et de protection des professionnels de santé. Alors, déjà, notre manuel d'accréditation, il a prévu de tout ça. Donc, il y a des exigences dans notre manuel d'accréditation qui se rapportent à la gestion du risque infectieux et à la qualité et sécurité de l'environnement. Donc, le risque infectieux, c'est entre autres tout le risque infectieux, mais y compris là, notre référentiel a traité de la surveillance des infections associées aux soins. La gestion du risque infectieux, au contraire, elle doit être très renforcée durant cette période. Donc, également pour tout ce qui est qualité, sécurité de l'environnement, quand on dit environnement, c'est l'air, c'est l'eau, c'est les surfaces, c'est la gestion des déchets de soins, des DAS. Donc, c'est tout ça. Donc, tout ceci a été prévu dans notre manuel d'accréditation et c'est pour ça qu'on a mis un extrait de notre manuel, qui se rapporte à cette situation, qui a été diffusé sur site pour être consulté par tous les professionnels de santé. Donc là, il faut renforcer les mesures d'hygiène hospitalière. Il faut que l'équipe d'hygiène devienne vraiment opérationnelle et fonctionnelle pour tout d'abord rappeler le personnel, le professionnel, tous les professionnels de santé et particulièrement les professionnels soignants sur les respects des mesures d'hygiène et de protection. Donc, tout ceci également, les professionnels peuvent se référer au guide parcours du patient suspect ou atteint de Covid où également les mesures de protection ont été bien détaillées.
Donc, l'information des professionnels de santé, il faut communiquer avec le professionnel de santé pour les modifications prévisibles concernant la nouvelle organisation du travail, mais également, il faut informer les professionnels de santé en contact direct avec les patients à la prise en charge du patient. Il faut les informer et les former sur la prise en charge du patient COVID. Il faut sensibiliser sur les bonnes pratiques d'hygiène hospitalière, et ceci par l'équipe opérationnelle d'hygiène, sur les techniques de protection et bien sûr diffuser les recommandations d'experts de l'INEAS portant sur la prise en charge des patients. Donc, l'axe 8, c'est le circuit du patient en pré, en post-réanimation, en réanimation pour la réanimation tiède également, en post-admission, en service de médecine, etc. Donc, il faut très bien préciser le circuit du patient aux différents services et à la réanimation. Mais également, on a insisté sur le fait qu'il doit y avoir un turnover rapide dans ces services. L'axe 10, alors, c'est le suivi de l'activité. Tout patient devrait avoir une fiche dédiée avec des éléments où il y aura la traçabilité de l'examen, des antécédents, de différentes étapes de prise en charge clinique du patient, l'identification des structures d'aval également, donc et des structures d'aval, c'est-à-dire au cas où le patient doit être hospitalisé dans une autre structure, donc identification des structures d'aval, et surtout la coordination également avec les autorités locales pour le retour à domicile du patient. Donc, communication aux familles et des patients, parce que nous savons tous que la visite est interdite. Donc, il faut établir un répertoire d'adresses, de numéros de téléphone des personnes contacts pour chaque patient et identifier d'agents pour assurer la communication auprès des familles sur l'état du patient bien sûr, à travers le téléphone, parce que la famille, que ce soit le patient ou la famille, il a le droit aux informations. Donc voilà, et pour terminer, la Fédération des hôpitaux de Vaudois, j'ai bien aimé partager avec vous cet outil, c'est outil STEP qui a été élaboré spécialement pour cette situation de coronavirus. En fait, STEP, c'est l'abréviation de S sur le statut du patient, T c'est le team, l'équipe, l'environnement et la progression vers le but. En fait, pourquoi cet outil a été conçu pour que l'établissement ne soit pas surpris et être débordé par la crise. Pour le statut du patient, donc, quel est le statut? Il faut savoir, l'établissement se pose la question, les professionnels, quel est le statut, l'état des patients dont je suis responsable, comment se portent les membres de mon équipe, les managers et les managers surtout doivent se poser des questions. Comment se portent les membres de mon équipe? La fatigue, penser à la fatigue, à la charge, au stress. Dois-je soutenir quelqu'un? Communiquer une information? En fait, et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai évoqué le fait qu'il doit y avoir un personnel de réserve pour en cas de burn-out ou d'un problème personnel du professionnel, il faut qu'il soit remplacé sur le champ. Il faut prévoir tout ça en amont. L'environnement, quelles sont les consignes récentes, quel est leur impact, comment évolue la charge de travail, le matériel, l'équipement, etc. Et progression vers le but, ajustement de l'organisation, concertation d'équipe et bien sûr nouveaux objectifs. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'ai essayé d'être très